si on reste sur quelque chose d'assez court, dans la mise en perspective historique, on peut dire que les choses commencent, disons, sous le quinquennat de Hollande. C'est-à-dire que le début ou une étape assez importante d'un début de fragmentation de la compétition politique, parce qu'après tout, cette Assemblée, c'est en résultat le résultat d'une fragmentation de la compétition politique. Alors c'est évidemment l'épisode très connu de la Fronde. Hein, on voit des tensions très fortes qui n'arrivent pas à se régler d'ailleurs dans les institutions de la Ve République au sein du Parti socialiste. Il y a après les primaires de la gauche. Là aussi, avec une fragmentation et avec un résultat, avec des perdants qui ne respecteront pas le résultat, avec un candidat à la présidentielle qui ne sera pas soutenu par son propre parti. Les primaires de la droite, qui là aussi contribuent très fortement à fragmenter. Je rappelle quand même que deux grands leaders du parti sont éliminés. Hein, évidemment, l'affaire Fillon, etc. Et puis évidemment Macron, hein, la candidature Macron en 2017, qui perçoit sans doute assez bien la fragilité des camps. Et qui joue, alors voilà, on n'a pas besoin de revenir en détail hein, sur le en même temps, ni gauche ni droite, et gauche et droite, etc. Et le candidat Macron élu président de la République, qui va continuer à fragmenter la gauche et la droite pendant tout son quinquennat. Et pendant ce temps-là, évidemment, vous avez candidature de Marine Le Pen au second tour en 2017, de nouveau au second tour, qui renvoie quand même, on l'oublie un petit peu, à une implantation quand même du Front National, maintenant RN, localement. Hein, quand vous regardez les nouveaux députés, c'est assez intéressant, ils sont pratiquement tous élus locaux. Hein, donc c'est pas du tout une assemblée, un groupe parlementaire de novices. Enfin, ils sont pour la plupart novices sur le plan parlementaire, mais c'est des gens qui ont fait beaucoup de campagnes électorales, qui sont des élus locaux. Voilà. Bon, ça, c'est le cadre général de la fragmentation. Donc, on arrive effectivement à 10 groupes parlementaires, etc. Et puis, il y a aussi, évidemment, parce que le principal résultat, c'est quand même le résultat du Front National, hein, enfin, le plus inattendu, enfin, en tout cas, le moins anticipé, hein, à défaut d'être inattendu. Là, il y a aussi quelque chose qui est l'effritement du Front républicain. Hein. À force de jouer, à force que le candidat, puis le président Macron joue cette carte-là de lui contre le Front National, etc., il contribue à construire le Front National comme ennemi principal, mais en même temps, il met les autres forces dans la position de jouer le Front républicain, et évidemment, au fur et à mesure, ces choses-là s'effritent. Donc c'est un résultat pas vraiment inattendu, même si on s'y attendait pas, hein, parce que après tout, on a quand même en tête que un président de la République emporte assez facilement les élections législatives consécutives à la présidentielle. Mais en réalité, une fois qu'on est devant les résultats, on se dit bah oui, c'est la logique d'une histoire relativement longue des partis politiques, des rapports de force depuis une dizaine d'années. Il y a 2 précédents, on pourrait même dire presque 3 précédents. Il y a le précédent de la première législature de la Ve République, donc 58-62. Alors là, on est dans une situation assez peu comparable, hein, c'est-à-dire que c'est la mise en place de la Ve République, le parti gaulliste est dominant au sein de l'Assemblée nationale, la gauche est laminée lors des premières législatives. Mais ce parti gaulliste dominant sans être totalement majoritaire est en fait un parti très hétéroclite, hein, parce qu'il a été élu, enfin les élus gaullistes sont élus sur des promesses un peu contradictoires, hein, d'un côté l'indépendance de l'Algérie, de l'autre côté l'Algérie française, et en réalité il y a des tensions extrêmement fortes au sein du groupe gaulliste. C'est peut-être le groupe le moins discipliné de la première législature, dans une culture politique qui est aussi une culture de l'indiscipline partisane, l'indiscipline parlementaire. Donc, et en réalité, alors on ne peut pas dire qu'il y a une majorité, enfin, disons qu'il n'y a pas d'opposition qui réussisse à se coaliser pour renverser le gouvernement. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que il y a la peur de la guerre d'Algérie, il y a la peur de l'instabilité. Il faut se souvenir que la Ve République arrive quand même sur une tentative de coup d'État militaire en Algérie. Donc la situation est extrêmement tendue. Et petit à petit, fur et à mesure qu'on approche
de la solution du problème algérien, de la solution institutionnelle en tout cas du problème algérien. Voilà, le parti gaulliste perd des soutiens. D'ailleurs, c'est amusant, hein, le premier ministre chargé des relations avec le Parlement, il est nommé en août 61. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas au début de la Ve République, hein, puisque sous la IVe République, il n'y avait pas besoin de ministre des Relations avec le Parlement. Enfin, il y en a eu 2 fois, mais bon. Donc là, Michel Debré se sent obligé de nommer un ministre des Relations avec le Parlement parce que ça devient de plus en plus tendu. Bon. Et puis, en réalité, les oppositions, parce qu'on ne peut pas parler au singulier, les oppositions vont converger petit à petit jusqu'à la chute, jusqu'à la motion de censure qui renverse le gouvernement Pompidou. Bon. Mais on est dans une situation, on voit bien, très particulière, mise en place d'un régime dans des conditions de très forte tension liées à la guerre d'Algérie, sans absolument aucune culture du fait majoritaire. Hein. Ça, c'est très important, hein, si on ne comprend rien à la Ve République, si on ne voit pas que personne n'imagine le fait majoritaire. Hein. À tel point que les députés gaullistes, en 59, ont une idée qui nous semble aujourd'hui assez baroque, c'est de couper l'hémicycle en 2 par un couloir où les gens qui soutiennent le gouvernement s'assieraient d'un côté et les autres de l'autre. Hein. C'est-à-dire que nous, on sait très bien aujourd'hui, par exemple, que le 49 permet de faire ça, hein, l'article 49, bon, ou que le vote du budget est une façon de déterminer les gens qui soutiennent ou pas le gouvernement. Bon, à l'époque, non. Hein. C'est-à-dire que c'est assez compliqué pour nous à comprendre parce qu'il n'y a pas du tout cette culture du fait majoritaire, hein, qui implique aussi du fait oppositionnel, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait une majorité et une opposition. Il y a effectivement une majorité, c'est-à-dire qu'il y a une coalition de partis qui soutient le général de Gaulle, bon, qui s'effrite au fur et à mesure, mais il n'y a pas une opposition. Bon. Donc ça, c'est la situation 58-62. Et puis, il y a l'autre situation qui est, alors elle, beaucoup plus connue, qui est la situation liée à la... consécutive à la première cohabitation, hein, réélection de François Mitterrand, les élections législatives donc en 88 et le gouvernement Michel Rocard qui se trouve en position, le Parti socialiste en lui-même et n'est pas majoritaire. Alors c'est une situation assez différente d'aujourd'hui pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il lui manque que 15 voix. Donc ces 15 voix, c'est quand même c'est une marge qui, en tout cas dans l'état de l'Assemblée nationale de l'époque, c'est quelque chose qui est facile à récupérer. On est encore dans un système très bipolaire. Donc à la différence d'aujourd'hui, on n'a pas de système bipolaire, donc il y a un jeu à N bandes possibles, hein, il y a plein de configurations possibles. Là, il n'y a pas beaucoup de configurations, c'est-à-dire le Parti socialiste va s'appuyer sur sa gauche, le Parti communiste, avec qui ils ont gouverné quand même, hein, donc c'est pas... et puis va aller chercher une frange du centre-gauche, qui est lui-même, qui se sent mal à l'aise dans la compétition entre le RPR et l'UDF, hein, entre Chirac et Giscard. Bon. Voilà. Donc, en fait, si vous prenez les lois votées sous Michel Rocard, c'est simple, hein, c'est pile 50% avec le Parti communiste et 50% avec le centre-gauche. Centre gauche-droit, enfin bon, c'est compliqué le centre de savoir. Bon. Voilà. Et puis, il y a aussi une très grande différence, c'est qu'à l'époque, il y a encore la possibilité d'utiliser l'article 49.3, dont Rocard va faire un usage immodéré, bon, qui va lui permettre donc de tenir. Cette arme n'existe plus aujourd'hui. Hein. Elle a été, pour partie supprimée dans la réforme de 2008. Bon. Il y a une autre dimension qui est assez importante aussi, qui différencie la situation connue par Rocard et ses successeurs, Cresson et Bérégovoy, et la situation actuelle, c'est que la façon dont on discute les projets de loi à l'Assemblée n'est pas la même. Hein. Avant 2008, avant la réforme constitutionnelle 2008, le gouvernement est assuré que lorsqu'il arrive dans l'hémicycle, le texte n'aura pas été modifié par une commission parlementaire. Bon, ça veut dire, à la rigueur, il est que dans une position défensive. Il suffit qu'il repousse les amendements de l'opposition. Bon. Aujourd'hui, depuis la réforme de 2008, les commissions peuvent réécrire entièrement le texte du gouvernement. Donc le gouvernement arrive dans l'hémicycle avec un texte réécrit, et donc lui, il doit obtenir des soutiens pour revenir éventuellement, s'il le souhaite, à la version initiale de son texte. Bon. Donc ça peut paraître quelque chose de mineur, mais en réalité, dans le travail parlementaire, dans la logique des rapports de force, dans la façon dont il s'exprime au Parlement, c'est un point
assez important. Donc, la première législature et la 9e législature, effectivement, il y a des gouvernements qui n'ont pas de majorité absolue. Bon. Dans le premier cas, il n'y a pas d'idée même de majorité. Hein. Dans le second cas, on est déjà dans la culture du fait majoritaire, mais en fait, on trouve aux marges des façons de se nourrir. Et puis, il y a un troisième cas qu'on n'évoque généralement pas, mais je le dis comme ça en passant, c'est le cas des législatives de 67. Hein. Aujourd'hui, on n'y pense pas parce qu'un an après, il y a mai 68, la dissolution, le raz-de-marée gaulliste, etc. Donc, on a oublié cet épisode, mais en 67, on passe vraiment à rien du tout d'une situation de gouvernement, d'absence de fait majoritaire. Hein, bon, voilà. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Bon. En même temps, on le voit bien, la situation aujourd'hui est quand même très distincte, hein, pour les raisons que j'ai dites. D'abord, évidemment, on n'est plus dans les circonstances de 58. On est vraiment dans une culture du fait majoritaire. Ça pèse quand même sur la façon dont les commentateurs, les hommes politiques, même nous, citoyens, nous appréhendons la situation. Et puis, aujourd'hui, on a un système qui n'est plus bipolarisé, c'est-à-dire que les jeux sont beaucoup plus compliqués, les alliances sont beaucoup plus compliquées à construire avec 10 groupes parlementaires, et le gouvernement est relativement désarmé par rapport au Parlement depuis la réforme de 2008. Alors je dis relativement parce qu'il ne faut pas exagérer, hein, c'est-à-dire que la Constitution a été conçue pour pouvoir gouverner sans majorité absolue, puisque l'idée d'une majorité absolue n'existe pas. Et donc, cette Constitution donne au gouvernement des moyens absolument considérables, hein, sans commune mesure avec aucun gouvernement de l'Union européenne, donne au gouvernement des moyens considérables pour piloter la discussion législative. À chaque étape, hein, le gouvernement a l'ensemble des moyens qui lui permettent de choisir la façon dont seront discutés des textes, leur rythme, etc. La Ve République reste la Ve République. Enfin, je veux dire, j'ai lu beaucoup de choses. On disait, oui, c'est la fin de la Ve République, le début de la Sixième République, etc. Bon, pas du tout. On est toujours dans la Ve République, hein, c'est-à-dire une constitution qui a été vraiment pensée pour régler un problème qui nous semble un petit peu étrange aujourd'hui, qui est le problème de l'instabilité ministérielle, l'instabilité gouvernementale. Donc, et Michel Debré, dans son discours au Conseil d'État où il présente le projet de constitution en l'été 58, l'explique très clairement, c'est-à-dire qu'il dit, comme on n'arrivera pas, là-dessus il se trompe, comme on n'arrivera pas à régler ce problème de la majorité, il ne dit pas ça, il dit le problème de l'instabilité, par le mode de scrutin, il faut le régler dans l'architecture institutionnelle. Donc ils vont construire un système institutionnel extrêmement sophistiqué, extrêmement intelligent, hein, qui permet au gouvernement de gouverner en l'absence d'une majorité stable, disciplinée, cohérente sur la durée d'une législature. Encore une fois, une idée qui n'existe pas à l'époque. Bon. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'on enlève des capacités normatives au Parlement, on réduit le domaine de la loi, etc. Bon, et on permet au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi, c'est les ordonnances. Bon, on réduit la capacité de contrôle du Parlement, hein, et en particulier on réduit sa capacité à censurer le gouvernement. Bon, on donne symétriquement plein de pouvoirs au gouvernement, un pouvoir normatif très élargi, mais aussi, là c'est là que ça devient un petit peu plus technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on lui donne toute une série de petits instruments qui lui permettent de contrôler, de piloter, d'imposer sa volonté dans la procédure législative. Et puis, on va construire un président de la République. Michel Debré disait la clé de voûte des institutions, c'est une très jolie idée, c'est-à-dire on pense à l'époque que le Parlement et le gouvernement, par nature, c'est deux forces antagonistes, et donc on va mettre un président au milieu qui va faire tenir le système. Bon. Donc la Ve République, et ce président a des pouvoirs en réalité qui sont des pouvoirs pour régler des crises. Il va choisir le Premier ministre si les parlementaires ne s'entendent pas, il va faire un référendum si les parlementaires ne s'entendent pas, il va faire une dissolution s'il y a un conflit entre le gouvernement et le Parlement, il va nommer des membres du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel est censé être une sorte d'auxiliaire du président de la République dans sa mission de garant des institutions. Bon. Donc voilà un président qui est construit non pas pour gouverner, mais pour régler des crises. Voilà, c'est ça la Ve République. Alors évidemment, cette vision-là, elle va assez rapidement
s'effacer, en tout cas donner lieu à d'autres interprétations, à d'autres jeux, etc. Bon, parce qu'à partir de 62, il y a une majorité, enfin, il y a le fait majoritaire à l'Assemblée nationale. On n'y croit pas tout de suite, hein, c'est-à-dire au début, on pense que c'est une divine surprise, etc. Bon. Et puis, il y a une recomposition du système partisan, hein, il y a une bipolarisation de la vie politique, enfin, etc. Toutes ces choses-là, on les connaît bien, bon, qui font que, disons, à la fin des années 70, le système est stabilisé et s'interprète très différemment, c'est-à-dire que le président de la République commence à devenir vraiment un président gouvernant qui s'appuie sur une majorité au Parlement. Bon. Et évidemment, cette lecture-là va s'accélérer à partir de la mise en place du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. C'est-à-dire que cette lecture-là va être exacerbée à partir de 2002. Voilà. Donc, mais la Ve République reste la Ve République. C'est-à-dire un gouvernement aujourd'hui dispose de cette architecture institutionnelle qui fait que le gouvernement est quand même extrêmement à l'abri du Parlement, à moins que toutes les oppositions convergent convergent contre lui. Hein, que ces oppositions sont majoritaires. Mais ça veut dire que pour les parlementaires, c'est prendre le risque, par exemple, d'une dissolution, etc. Enfin bon, donc c'est assez improbable. Hein. Enfin, en tout cas, il faut un certain nombre de conditions pour que ça se réalise. La réforme de 2008, en réalité, elle a pour ce qui nous intéresse ici, hein, je ne vais pas rentrer, parce que la réforme de 2008, c'est aussi la question prioritaire de constitutionnalité, enfin, c'est un certain nombre de choses. Bon, la réforme de 2008 change des choses inégalement importantes. Les plus importantes, c'est la limitation de l'usage de l'article 49.3. Je rappelle, hein, l'article 49.3, c'est la possibilité pour le gouvernement d'engager sa responsabilité sur le vote d'un texte à l'Assemblée nationale, et si l'opposition ne dépose pas une motion de censure, le texte est considéré comme adopté. Bon. Alors même qu'il y a des conditions très limitatives pour pouvoir voter la censure. Hein. Donc en réalité, c'est une façon pour le gouvernement d'imposer des textes. Donc là, on limite l'usage du 49.3 au texte budgétaire et à un texte par session. Bon. Il y a cette modification, j'en ai donné un aperçu tout à l'heure, la modification de la procédure de discussion des textes devant les commissions. Bon, il y a d'autres petits points, je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a aussi la reconnaissance la première reconnaissance de l'opposition. Hein, aujourd'hui, tout le monde a vu qu'il faut que les groupes s'inscrivent ou pas comme étant soit dans l'opposition, soit minoritaire, soit dans la majorité. Ben voilà. Donc il y a la reconnaissance des droits de l'opposition, qui n'a pas des conséquences, enfin qui est quand même très light, hein, c'est-à-dire que voilà, les groupes d'opposition ont un certain nombre de droits supplémentaires, c'est pas gigantesque en même temps, hein, en termes de tirage de commissions d'enquête, etc. Enfin voilà, ou de droit de parole dans un certain nombre de circonstances. On peut dire qu'il y a 3 scénarios, dont un, au moment où je parle, est sans doute déjà doit être éliminé. Bon, il y a le premier scénario qui est celui de la coalition, c'est-à-dire que le groupe, ou les groupes, parce qu'en réalité, il n'y a même pas un groupe majoritaire, hein. Les groupes qui constituent la majorité présidentielle s'allient avec un autre groupe, bon, et là, on la majorité sur le fondement d'un contrat de gouvernement plus ou moins formalisé. Bon, au moment où je parle, il ne semble pas que ce soit l'hypothèse la plus vraisemblable. Bon. Et après, il y a 2 hypothèses. Il y a l'hypothèse, disons, du blocage, qui conduirait sans doute à une dissolution. Alors, le blocage, ça peut être alors la forme la plus marquée du blocage, c'est toutes les oppositions s'allient pour voter une motion de censure pour renverser le gouvernement, enfin, le Premier ministre. Bon, là, blocage et très vraisemblablement dissolution. L'autre scénario, c'est le blocage un petit peu insidieux, hein, c'est-à-dire toute une série de manœuvres, d'obstructions, voilà, bon, qui empêcheraient le gouvernement d'adopter un certain nombre de ses projets. Hein. Et le gouvernement et le président de la République estimeraient que dans ces conditions-là, il est plus possible de travailler avec cette composition du Parlement. Bon, alors ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. On a vu d'ailleurs, qu'un certain nombre de projets
M. Macron n'ont pas abouti. Hein. Par exemple, il avait proposé une série de réformes constitutionnelles qui n'ont pas abouti parce qu'il y a quand même une capacité de blocage du Parlement, même avec une majorité absolue. Hein. Bon. Donc voilà, on peut avoir ce type de scénario. Alors ça, c'est vraiment, tout est ouvert, on ne sait pas sur quel sujet, à quelle occasion, dans quelles circonstances, etc. Bon. Voilà, ça c'est le scénario du blocage. Moi, j'y crois pas beaucoup à moyen terme. Hein, je veux dire que je crois que c'est coûteux pour tous les camps en présence de refaire des législatives. Et pour le moment, ils vont tous, en tout cas tous les groupes d'opposition vont être attentifs à ne pas être le prétexte d'une dissolution. Hein, bon. Et d'un autre côté, le président de la République, il faut quand même qu'il trouve, s'il veut faire une dissolution, d'abord un bon prétexte, un vrai blocage, et puis ensuite, il y a un truc à raconter. Hein, il faut qu'il lance des législatives sur un projet, sur un programme. Or, ce président de la République, il ne peut pas être réélu. C'est son dernier mandat. Donc plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour lui de lancer une campagne législative et de la conduire, hein, puisque aujourd'hui c'est quand même le président qui conduit les législatives, à la différence d'avant le quinquennat où c'était le Premier ministre. Ça va être compliqué pour le président de la République de donner une dynamique en disant vous me réélisez pour 2 ans, hein, puis après voilà. Enfin, vous me donnez une majorité pour 2 ans. Bon. Le scénario peut-être le plus probable, c'est effectivement quelque chose un petit peu qui va se jouer un petit peu au jour le jour, dans des accords ponctuels, hein, sur tel ou tel aspect du gouvernement, dans une conduite et c'est ça qui est assez intéressant, dans une conduite de la politique gouvernementale qui va être beaucoup plus lente, beaucoup plus parcimonieuse, parce qu'on ne va pas pouvoir multiplier les projets. On ne va pas non plus beaucoup pouvoir utiliser les procédures d'urgence ou d'accélération de la discussion parlementaire, parce qu'il va falloir discuter. Donc on ne peut pas dire en même temps on ne fait qu'une lecture si on a besoin de discuter, hein, parce que là on oublie aussi, souvent dans la discussion on oublie qu'il y a quand même le Sénat qui reste à droite. Donc là aussi, un petit obstacle supplémentaire pour le gouvernement. Bon. Donc le scénario le plus probable, c'est une certaine parcimonie dans la production législative, hein, de la lenteur et de la construction patiente d'accords, ce qui veut dire aussi d'autres façons de faire la politique. Hein. Ça veut dire que les ministres vont devoir être vraiment en permanence au Parlement. Hein. Évidemment, le ministre des Relations avec le Parlement, dont jusqu'à présent on considérait que c'était un rôle vraiment un peu mineur, en réalité va devenir un personnage assez important, qu'il faut qu'il soit très politique. Bon. Et là, alors ça va être très intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir... Alors, c'est pas vraiment, on dit souvent, les commentateurs disent une reparlementarisation. Moi, je suis un petit peu dubitatif, parce que reparlementarisation, ça veut dire vraiment redonner du pouvoir au Parlement. Or, tant qu'on ne réforme pas les institutions, il n'y a pas vraiment de pouvoir au Parlement. Et voilà. Mais c'est vrai que peut-être le cœur des discussions politiques va un petit peu se déplacer des bureaux, des cabinets ministériels, des ministères jusqu'au Parlement. Bon, ça veut dire aussi, il va falloir... c'est une des difficultés, à mon sens, du macronisme. Il va falloir, en termes de ressources humaines, il va falloir trouver des gens qui savent faire ça. C'est pas du tout évident. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une élite politique qui se présente un petit peu comme épistocratique, le gouvernement des sachants, des premiers de cordée, etc. Bon, là, quand vous devez aller discuter avec les gens au Parlement, il faut autre chose, il faut dealer d'autres choses aussi que de la raison. Hein. Bon, voilà. Et puis, alors, c'est un scénario qui va sans doute aussi se compliquer le temps passant, avec le fait que plus le temps passe, plus on s'approche de la prochaine élection présidentielle, plus il va y avoir des camps qui vont essayer de se constituer dans cette configuration-là, qui rend les choses compliquées aussi pour tout le monde. Et donc, il va y avoir de la tension aussi qui va se mettre dedans. Et donc, tout ça, ça va poser sur les accords. Donc, en réalité, le scénario le plus probable va être un scénario, en fait, extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on va voir la politique comme on ne l'avait plus vue depuis peut-être la 4e République. Hein, c'est-à-dire alors en même temps, c'est pas du tout la 4e République. Hein, la 4e République, c'est pas du tout ce qu'on raconte. La 4e République, c'est d'abord de l'indiscipline partisane et parlementaire. Hein, bon. C'est un autre état des ressources politiques et du système des partis. Donc, il ne s'agit pas de revenir à la 4e République, mais il s'agit de voir qu'il y a des qualités qui sont des qualités du parlementarisme, de la discussion, y compris de la construction de compromis, qui vont sans doute réémerger. J'entends souvent dire qu'en France, on n'a pas la culture du compromis.
enfin, ça me fait un petit peu rire. Hein, c'est-à-dire que toutes les grandes lois de la République, c'est quoi? Il n'y a pas de majorité, alors même qu'il y a le même mode de scrutin majoritaire. Bon. Mais c'est du compromis, et c'est du compromis qui met beaucoup de temps. Hein, quand vous prenez les très grandes lois, la loi de 1905 sur la laïcité, ça prend énormément de temps à se construire. Hein, bon. Mais ça se construit, alors aujourd'hui on dit compromis. À l'époque, on ne disait pas que c'était un compromis. Bon. Donc voilà. Bon. Donc va y avoir une vie politique tendue, très difficile pour le gouvernement. C'est-à-dire, pour une fois, sous la Ve République, c'est lui quand même qui va devoir porter... enfin, il ne pourra pas imposer en claquant dans les doigts son point de vue. Donc il va y avoir un travail très important qui va devoir se réaliser au gouvernement, dans une temporalité qui sera très différente. Je pense qu'on ne va pas, enfin pour ceux qui font de la science politique ou les gens comme moi qui s'intéressent aux questions institutionnelles et mes étudiants, pour mes étudiants par exemple, ça va être, j'imagine, beaucoup plus drôle que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire inexpérimenté? C'est-à-dire qu'on apprend assez vite quand même. Hein. Non, ce que je crois, c'est que c'est le rapport au pouvoir qui va devoir changer. Ce n'est pas tellement l'expérience. Hein. Bien sûr, un certain nombre de ministres ne sont pas très expérimentés ou leur entourage est extrêmement technocratique, etc. Mais ce que je crois le plus compliqué, ça va être le rapport au pouvoir. Hein. C'est-à-dire, on a un rapport, alors c'était vraiment très exacerbé, hein, sous Macron, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est pas être hostile à Emmanuel Macron que de le dire. Il y a une sorte quand même un rapport un petit peu arrogant hein, au monde social, à la politique. Voilà, bon. Voilà, ce rapport-là, il ne va plus pouvoir fonctionner. Bon. Il y a depuis l'origine, depuis l'origine de Macron gouvernant, il y a un problème de ressources humaines. Voilà, il n'a jamais réussi à avoir ces ressources humaines-là. Bon. Il n'a jamais réussi à avoir des ténors, des partis. Il avait toujours des seconds couteaux. Hein. Quand vous prenez le ministre de l'économie et des finances actuel, aujourd'hui c'est un homme relativement puissant dans la Macronie, mais c'était quelqu'un qui avait fait un score absolument ridicule à la primaire des Républicains. Bon. Donc il y a un problème de ressources humaines, ça restera son problème. Mais il va avoir donc ça veut dire qu'il va avoir du mal à élargir son gouvernement. C'est pas que propre à Emmanuel Macron. Hein. François Mitterrand et Michel Rocard avaient essayé de faire cette ouverture hein, en 88. Ça avait donné des résultats pour le moins mitigés. Hein. Bon. Il y a quand même toujours des limites au débauchage individuel, d'autant plus dans un système, à la différence justement de la 4e République, où on est quand même dans une culture partisane qui est très différente. Hein. Donc on le voit bien, vous voyez par exemple, Emmanuel Macron a cru extrêmement subtil, tactiquement, d'aller débaucher le président du groupe parlementaire LR, Damien Abad. Bon, ça n'a eu, au-delà de l'affaire Abad, bon, ça n'avait aucun effet en réalité. Bon. Donc je crois que oui, il a ce problème de ressources humaines, il va continuer à avoir ce problème de ressources humaines et je ne pense pas qu'il va le régler d'ici la fin de son quinquennat. On est dans une sorte de phase un peu de tâtonnement. Je pense que on est dans une situation inédite, on ne sait pas très bien comment... d'habitude, c'est simple. Enfin, on a oublié que d'habitude, c'est extrêmement simple. Il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a un groupe dominant dans l'opposition. Et voilà, on met un questeur ici, un vice-président ici et le président de la commission des finances. Et ça ne se discute même pas. Ça s'impose. Hein, bon. Là, on est dans un jeu, justement, qu'on est en train de tester et qu'on règle et qui va servir aussi de test. Hein, c'est-à-dire que je pense que les réactions des commentateurs, de l'opinion, etc., vont être des indicateurs pour voir quel type d'alliance on peut faire, dans quel type de configuration on peut s'inscrire. Ça permet aussi de tester les intentions des uns et des autres, hein, de voir jusqu'où va l'opposition, jusqu'où elle est prête à aller, etc. Bon. Donc moi, j'ai plutôt vécu cette phase-là assez brouillonne quand même, comme une phase de test, hein, où il y a aussi toute une série de postures, hein, où l'ensemble des acteurs... Voilà.
Parce que dans tous les cas, va y avoir un jeu auquel on n'est pas habitué, c'est-à-dire que les positions ne pourront jamais être des positions où un parti donne le là. Il n'y aura plus jamais le parti qui donne le là, soit parce qu'ils ne sont pas en position de donner le là, soit parce qu'ils ne peuvent pas parler, c'est le cas de la NUPES, sans se mettre d'accord. Donc, va y avoir chaque fois la nécessité de trouver des accords, des compromis, de définir ensemble des tactiques ou des stratégies. Bon. Et là, on avait un premier exemple, dans tous les camps d'ailleurs, on voit bien que ça a discuté dans tous les camps des façons de voter, des façons ou de s'abstenir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jeu très important dans ce jeu assez complexe qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale, ça va être l'abstention. Ou le fait de ne pas être là, de rester à la buvette, de ne pas participer au vote, etc. Bon. Ça va être une variable en fait, qui va jouer beaucoup. C'est-à-dire on dit tout le temps la majorité. Bon. Mais en fait, pour voter des lois, il n'y a pas besoin de la majorité absolue. Bon. Donc voilà, il suffira de ne pas être là, ou de s'abstenir, pour faire passer des lois. Et ce petit jeu sur je vote ou je vote pas va être peut-être plus subtil et important qu'on l'imagine. Voilà le Rassemblement national qui a 89 députés, à qui on a quand même construit une sorte de boulevard pour y arriver, qui, on le voit, a une stratégie assez ancienne, et qui avait marché un peu inégalement, une stratégie de normalisation, de dédiabolisation, de respectabilité, etc. Bon. Et qui va être un allié pour ça, à mon avis, pour cette raison, pas pour des raisons idéologiques bien sûr, mais pour cette raison va être un allié objectif de Macron. Bon. Dans ces conditions-là, il y a une sorte de perversité, enfin, en tout cas pour ceux qui combattent le Front National, ou le RN, c'est-à-dire que le RN va vendre son soutien ou va acheter un certain nombre de postes nécessaires à sa respectabilité contre une attitude, on va dire, comme le disait Marine Le Pen, constructive. Voilà. Donc c'est pas très surprenant, mais il faut bien se dire que à ce rythme-là, dans 5 ans, on aura vraiment transformé le Rassemblement national. Ça ne sera plus du tout le même parti, il fera beaucoup moins peur. Et puis, il y a un point auquel on ne pense pas, c'est qu'en moyenne, un parlementaire a 3 collaborateurs. Bon, là, ça fait 3 collaborateurs fois, disons, 90. Ça veut dire qu'ils vont former, on va dire, les 300 jeunes qui vont être sur le marché. Et ils vont former donc des cadres, des gens qui vont être candidats dans d'autres élections, etc. Donc on peut s'attendre à un Rassemblement national très très différent dans 5 ans, à la sortie de cet épisode-là, ou peut-être avant s'il y a une dissolution, beaucoup mieux armé, avec des ressources humaines sans commune mesure avec ce qu'il avait jusqu'à présent. Alors, le problème de la Ve République, souvent je prends l'exemple de notre rapport aux ordinateurs. On fait souvent des mises à jour, mais à des moments, il faut changer de système d'exploitation. Bon. Là, je crois que le temps des mises à jour est terminé. C'est-à-dire, il y a eu une grosse mise à jour en 2008, une très grosse mise à jour sous Sarkozy. Bon, on peut toujours réformer, il y a plein de réformes il y a plein de choses qu'on peut mettre dans la Constitution, mais il y a un moment donné, il faut se demander si c'est pas le système qui marche pas. Bon. L'opinion que j'ai, et je pense qu'il est quand même de plus en plus largement partagée, c'est que ce système-là a été conçu pour régler des problèmes de la fin des années 50. Il est assez peu adapté à la société d'aujourd'hui, cette forme de centralisation, de caporalisme autour de l'élection du président de la République. Bon, j'utilise souvent un chiffre. Si en 58, il y avait 180 000 étudiants, aujourd'hui, il y en a plus de 3 millions. Bon. Donc, c'est pas la même société. Si on ne parle pas de la même façon, on ne gouverne pas de la même façon, il y a une demande de plus en plus grande d'horizontalité, de participation, de co-construction, etc. Bon. Là, on a un système qui est très
très archaïque d'une certaine façon. Hein, bon. Et puis, longtemps, on a eu l'idée que, mais quand même, l'élection présidentielle, c'était quelque chose qui permettait de donner, d'abord de structurer le paysage politique et puis de donner une dynamique. Hein, bon. On voit bien que ce n'est plus le cas. On voit bien que les présidents de la République sont de moins en moins bien élus, ça depuis assez longtemps, hein, depuis Chirac. Hein, sont de moins en moins bien élus, c'est-à-dire qu'ils font des scores assez faibles au premier tour, si on tient compte du taux d'abstention, et puis à la rigueur, et à la fin, ils ne sont pas très représentatifs. Et là, on a un président de la République élu 2 fois, pas vraiment sur son programme, alors ça fait quand même beaucoup à la suite. Bon. Donc cette élection présidentielle n'arrive pas bien à structurer le système. Le mode de scrutin dont on dispose, c'est un mode de scrutin qui produit de la frustration, hein, parce que les gens ne se retrouvent pas au second tour, bon, qui ne favorise pas aussi la participation, enfin voilà. Bon. Donc il y a sans doute, le temps est sans doute venu de revenir à un système parlementaire, ce qui était le système pensé en 58. Hein. Le système pensé en 58, ce n'est pas du tout un système où le président de la République gouverne. D'ailleurs, quand le président de la République gouverne, en réalité, c'est totalement hors du texte de la Constitution. Bon. Donc, voilà. Alors, on peut appeler ça 6e République, enfin, bon, peu importe le vocabulaire. Hein. Je crois que va s'imposer petit à petit, alors je ne sais pas dans quelles circonstances ça enclenchera sur de vraies réformes, mais va s'imposer la nécessité de normaliser un petit peu notre système politique, notamment par rapport aux les autres systèmes de l'Union européenne, c'est-à-dire un système, c'est pas le grand soir, hein. L'idée, c'est de dire, on a un mode de scrutin de type proportionnel, plus ou moins proportionnalisant, hein, bon, ou avec dedans des petits correctifs majoritaires, bon, et le pouvoir gouvernant est issu des élections législatives et issu des élections législatives qui ont formé des coalitions soit avant l'élection, soit après l'élection. Voilà. Ça veut dire qu'il faudra repenser le rôle du président de la République, parce que ça va être très difficile peut-être de supprimer son élection au suffrage universel. Mais je veux dire, si vous regardez il y a 13 ou 14, je ne sais plus, pays de l'Union européenne qui ont un président de la République élu au suffrage universel direct. Bon, il n'y a que chez nous qui gouverne. Bon. Donc ça veut dire qu'on peut quand même élire un président de la République sans qu'il s'occupe du taux de TVA des couches culottes. Bon. Donc on peut avoir un président de la République qui aurait plutôt une fonction d'arbitrage, d'être garant des droits fondamentaux, éventuellement avec un petit rôle dans la politique étrangère, ou un rôle de représentation, etc. On peut en faire aussi, par exemple. C'était une idée à la Nicolas Hulot, en faire une sorte de garant de la transition écologique. Enfin bon, on pourrait imaginer un autre rôle présidentiel. Ça veut dire que ce ne seraient pas les mêmes candidats à la fonction présidentielle. C'est-à-dire, par exemple, Emmanuel Macron n'aurait pas été candidat à la présidence de la République, aurait été candidat à être Premier ministre. Hein, bon. Bon. Donc oui, on peut imaginer beaucoup de choses. C'est pas très compliqué à faire. Hein. En réalité, c'est pas du tout la révolution. Hein. Et puis aujourd'hui, si on fait une réforme des institutions, il faudra penser à construire plus de porosité entre la représentation politique, institutionnelle, et puis le monde social, etc. Bon, il faudra penser à construire plus de transversalité dans la décision, etc. Bon. Voilà, l'idée, ça serait peut-être de se dire, bon, peut-être qu'on a un système conçu à la fin des années 50, on a fait beaucoup de mises à jour, peut-être qu'on pourrait changer le système d'exploitation.